Épisode, Google a tué sa propre page de résultats et personne ne l'a vu. Chapitre 1, l'invité qui n'est pas venu. Mardi dernier, devant 900 millions d'utilisateurs, Google a annoncé la disparition programmée de son propre produit phare. Personne n'a tilté. Il y a une phrase dans la keynote Google I.O. de mardi dernier prononcée à la 36e minute qui aurait dû arrêter tout le monde. Josh Woodward est sur la scène de Shoreline, en Californie. Il présente Gemini Spark, le nouvel agent personnel de Google. Au milieu de sa démonstration, il pose son téléphone sur la table devant lui et dit ceci, je cite, « Vous pouvez fermer votre laptop ». 5 mots. En anglais, « You can close your laptop ». Ce n'est ni une astuce d'usage, ni une promesse commerciale. C'est une déclaration d'architecture. Et cette déclaration est faite à un public très précis, les 900 millions de personnes qui utilisent chaque mois l'application Gemini. Selon les chiffres présentés par Sundar Pichai au début de la keynote, l'application est passée de 400 millions à 900 millions d'utilisateurs mensuels en 12 mois. Maintenant, posons la question qui n'a pas été posée mardi. Pourquoi Google annonce-t-il en direct devant 900 millions de personnes que sa propre interface va devenir invisible et pourquoi le moteur de recherche le plus utilisé au monde dit-il à ses utilisateurs de fermer la machine et de partir ? Pour le comprendre, il faut revenir au clic. Le clic, c'était l'unité élémentaire de l'économie numérique pendant un quart de siècle. Vous tapiez une question, regardiez une page de résultats, voyiez des liens commerciaux, cliquiez. Le clic était le contrat, la page était la caisse enregistreuse. Mardi dernier, sur scène, Google a annoncé que cette caisse allait être démontée. Spark travaille pendant que vous dormez. L'Universal Cart de Vidya Srinivasan achète à votre place et les agents de recherche de Liz Reed surveillent les marchés pour vous en continu. Liz Reed a une formule qui résume tout. L'ère des agents de recherche commence. Ce que la plupart des commentateurs ont décrit mardi comme une démonstration de force technologique est en réalité un démantèlement contrôlé. 13 produits Google à plus d'1 milliard d'utilisateurs chacun, dont 5 au-delà des 3 milliards. C'est encore Sundar Pichai qui cite les chiffres. Et c'est cette base d'utilisateurs que Google est en train de réorienter vers une interface qui n'existera bientôt plus. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'un GAFAM voit sur l'horizon pour accepter de tuer ce qui le finance ? Chapitre 2, le SaaS qui ne dit pas son nom. Spark, Antigravity, Search Agent, Universal Cart. 4 annonces, un seul produit. Et ce produit n'a plus d'interface. Reprenons la pile annoncée mardi, mais à plat. 4 annonces sont sorties de la scène. Spark, c'est un agent personnel qui tourne sur des machines virtuelles dans Google Cloud 24 heures sur 24 et qui, selon Sundar Pichai, va se connecter aux outils tiers via le protocole MCP dans les prochaines semaines. Antigravity sert d'environnement dans lequel un agent peut piloter d'autres agents pour bâtir par exemple un système d'exploitation entier. Les Search Agents sont des veilleurs autonomes qui scannent le web en permanence et qui vous préviennent quand quelque chose change. Quant à l'Universal Cart, elle suit l'utilisateur à travers Search, Gemini, YouTube et Gmail. 4 marques différentes, une seule infrastructure. Et cette infrastructure, qu'est-ce qu'elle vend vraiment ? Pas une recherche, pas même une réponse, du temps cérébral délégué, de l'exécution. Et le passage est plus brutal qu'il n'y paraît. Le clic était un contrat passé entre vous et la marque. L'utilisateur voyait l'annonce, formait un avis, cliquait et la transaction se concluait. La marque payait Google pour avoir capté votre attention pendant un instant. Aujourd'hui, le contrat se signe ailleurs. Il se signe entre votre agent et un mandat numérique que vous avez paraphé une seule fois. La marque ne vous voit plus, elle voit votre agent. Et la marge publicitaire qui finançait tout ça ne disparaît pas, elle se déplace vers la couche d'orchestration. Le moment le plus honnête de la keynote, à mon sens, n'est pas dans une slide. Il est dans une phrase de Vidya Srinivasan qui dirige le programme commerce de Google. Elle présente AP2, le protocole de paiement agentique, et elle dit ceci en riant. La première question qu'on nous pose, c'est « Comment savoir que l'agent ne va pas acheter un truc dont je ne veux pas ? Une moto par exemple ? Une moto par exemple ». 5 mots dans un keynote en riant devant des journalistes économiques. Mais ces 5 mots, c'est l'aveu du basculement. Désormais, l'agent peut acheter à votre place. La vraie question n'est plus de savoir s'il le fera, c'est de savoir avec quelle garantie vous l'avez autorisé à le faire. Liz Reed, en charge de Search, l'a formulé autrement. Vous pouvez créer et gérer plusieurs agents en parallèle, directement dans la recherche. Le pluriel est important. On est sorti de l'agent unique, on entre dans l'orchestration. Votre vie numérique a maintenant un staff, et ce staff ne vous facture pas en heures, il vous facture en tokens. Chapitre 3,
Le coût de la prise normalisé. 5 concurrents jurés dans la même coalition. Le premier protocole de commerce agentique. La signature qui n'a pas fait la une. Il y a eu, mardi, une phrase qui aurait dû tétaniser la salle. Vidya Srinivasan, encore elle, sur la scène de Shoreline, présente le Universal Commerce Protocol, UCP, et elle dit, je cite, « UCP fait pour le commerce agentique ce que HTTP a fait pour le web ». Cette phrase, prise au sérieux, dit ceci. Google ne veut pas faire un produit de commerce, Google veut écrire la grammaire du commerce. La couche réseau, le protocole en dessous des protocoles, pour comprendre pourquoi c'est différent de tout le reste, il faut regarder ce qui s'est passé 2 minutes plus tard sur scène. Vidya cite les fondateurs du protocole, et là, ça pique. Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce et Stripe. 5 entreprises qui sur d'autres marchés sont en guerre frontale avec Google. Le cloud, la publicité, l'intelligence artificielle et tout ce qui se vend à partir d'un panier. Sur chacun de ces fronts, l'un des 5 affronte Google. Et ces 5-là, ensemble, se sont rangés derrière le protocole de Google. Vidya le commente avec ce qui ressemble à une plaisanterie, mais qui n'en est pas une. C'est peut-être la première fois qu'on est tous d'accord sur quelque chose. Pourquoi ont-ils signé ? Parce qu'aucun ne pouvait s'absenter. C'est la lecture stratégique du moment. 60 milliards de références produits dans le shopping graph, plus d'1 milliard de requêtes shopping par jour, selon les chiffres présentés par Vidya. Quand on dispose de cette profondeur et qu'on pose en plus un protocole ouvert qui standardise le commerce agentique, la seule décision rationnelle pour les autres devient de signer. Sinon, ils sont coupés du commerce de demain. Maintenant, on m'opposera l'objection classique. OpenAI, Anthropic, Perplexity ont chacun leurs agents et leurs interfaces. Pourquoi UCP serait-il une victoire stratégique et pas un produit parmi d'autres ? Parce qu'aucun de ses concurrents n'a écrit un protocole de commerce. Ils ont des modèles. Et l'écart entre vendre un modèle et écrire un protocole en infrastructure, c'est la distance entre fabriquer un routeur et concevoir TCP/IP. Le routeur se remplace, le protocole, on l'absorbe. Android avait fait pareil. Open source en surface, verrouillé sur le store et les services en profondeur. La marge hardware a été sacrifiée pour capter la marge plateforme. UCP suit la même mécanique, 20 ans plus tard, appliquée non plus au mobile, mais à l'exécution automatisée. Quand un GAFAM lance un produit, il prend une part de marché. Quand il lance un protocole, il prend le marché entier. La question qui reste, c'est qui paie cette infrastructure ? Chapitre 4. Qui paie l'agent qui travaille la nuit ? 3 quadrillions de 190 milliards de dollars. 1 milliard d'économies pour qui sait migrer. Les chiffres ne mentent jamais. Ce qu'ils mesurent parfois, oui. Sundar Pichai a livré mardi un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. Il y a 24 mois, Google traitait 9000 milliards de tokens par mois sur l'ensemble de ses services. Un an plus tard, à l'I.O. 2025, le chiffre avait grimpé à 480 000 milliards. Et mardi, Pichai a annoncé 3 quadrillions de, soit 3200 000 milliards par mois, une multiplication par 300 en 2 ans. Le token, c'est l'unité de travail d'un modèle d'IA. Ce qu'on vient de mesurer, c'est l'inflation d'une nouvelle matière première. Et cette matière première a un coût d'infrastructure. Toujours selon Pichai, le capex annuel de Google, ses dépenses d'investissement matériel, passe de 31 milliards de dollars en 2022 à environ 190 milliards en 2026. Une multiplication par 6. 190 milliards de dollars, c'est l'ordre de grandeur du PIB de la Hongrie. C'est aussi, désormais, le ticket d'entrée annuel pour rester dans la course au modèle de fondation. Mais le moment le plus intéressant de la keynote, sur ce terrain, c'est un calcul que Sundar Pichai a fait en direct. Il a expliqué que les plus gros clients de Google Cloud consomment environ 1000 milliards de tokens par jour. Et il a ajouté que si ces clients migraient 80% de leur trafic vers Gemini 3.5 Flash, ils économiseraient plus d'1 milliard de dollars par an. 1 milliard par client pour un déplacement d'API. Et c'est là que la lecture économique doit s'aiguiser. Parce qu'à première vue, on entend économie. Mais une économie dans une entreprise ne se met pas dans un coffre. Elle se redéploie. Et il y a une loi qui décrit ce qui se passe quand le coût marginal d'une ressource baisse. La loi de Jevons. Quand le charbon est devenu moins cher au 19e siècle, l'Angleterre n'en a pas consommé moins, elle en a consommé beaucoup plus. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les tokens. Le milliard d'économies ne va pas rester dans la poche du client. Il va financer le prochain agent et l'itération qui suit. Varun Mohan, qui dirige le programme
Anti-Gravity, a posé sur scène le repère qui rend tout ça concret. Il a présenté un système d'exploitation fonctionnel, construit en 12 heures par 93 sous-agents en parallèle. 2,6 milliards de tokens traités pour moins de 1000 $ de crédit API. La même tâche, en équipe humaine, c'est 3 mois, 6 ingénieurs, environ 800 000 $ de masse salariale en estimation conservatrice. Le ratio est de 800 pour 1. Sa formule à lui, c'est les efforts d'ingénierie de plusieurs jours s'effondrent en heures, parfois en minutes. Ce qui s'effondre vraiment, ce n'est pas le temps, c'est la ligne du compte d'exploitation où ce temps était facturé. Pour un dirigeant qui écoute cet épisode, la question n'est donc pas combien je vais économiser. La question est, à 18 mois, quel est le bon ratio entre coût humain et coût token dans mon entreprise et qui dans mon équipe sait piloter ce ratio? Parce que votre paye au mois ne va pas baisser, votre facture cloud si. Et l'écart entre les deux, c'est la nouvelle marge brute des entreprises qui auront migré. Chapitre 5. Ce qui reste quand l'agent a tout fait. 3 questions tranchées. Pas pour conclure, pour rester debout dans 5 ans. À la fin de la keynote, Demis Hassabis, qui dirige Google DeepMind, est venu poser le décor large. Et il a dit 2 phrases qu'il faut peser. La première, l'AGI est sur l'horizon et ce sera la technologie la plus profonde jamais inventée. La seconde, en clôture, nous nous tenions dans les contreforts de la singularité. Les contreforts de la singularité. C'est une métaphore de communicant, bien sûr, mais pour un dirigeant qui écoute, le mot contrefort veut dire autre chose. Contrefort, c'est le point où les décisions actuelles commencent à porter des intérêts composés sur la décennie suivante. Alors je vous laisse, avant la fin de cet épisode, avec 3 questions à poser autour de votre table de direction. Pas 3 conseils, mais 3 questions qui durent. La première, êtes-vous dans le protocole ou contre le protocole? UCP, MCP, AP2 et les standards qui suivront. Si votre entreprise vend en ligne ou encaisse des paiements via des outils tiers, elle va devoir se positionner. Le coût de l'absence, dans 2 ans, ce sera l'invisibilité agentique. L'agent ne saura pas que vous existez. Vient ensuite celle-ci. Votre produit a-t-il une raison d'exister en dehors de l'agent? Si l'agent ne le sélectionne jamais, votre produit n'existera plus pour le client final. Et s'il le sélectionne systématiquement, c'est qu'il y a une raison structurelle que vous devez identifier. Sinon, vous ne contrôlez pas votre propre distribution. La dernière est plus brutale. Qui dans votre chaîne de valeur est encore visible par un humain? Si la réponse est personne, votre marge va fuir vers la couche d'agents. Parce que dans une économie d'exécution déléguée, la valeur reste là où l'attention reste. Et l'attention, désormais, ne s'arrête plus aux endroits où elle s'arrêtait. Mardi dernier, Google a tué sa propre page de résultats devant 900 millions de personnes. Et la raison pour laquelle Google l'a fait avant tout le monde, c'est qu'aucune entreprise ne peut se permettre que ce soit un concurrent qui le fasse à sa place. C'est le seul calcul qui tient. L'agent peut tout faire, sauf décider, à votre place, ce que vous ferez de votre entreprise quand il aura tout fait. Vous écoutiez Google a tué sa propre page de résultats et personne ne l'a vu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le,